L'objectif, en fait, c'était surtout, de dynamiser, la filière des réseaux énergétiques en Hauts-de-France. C'est-à-dire que, comme ce sera présenté plus tard, on a un collectif régional lié à ces réseaux énergétiques intelligents et on a fait le constat qu'on a beaucoup travaillé sur les aspects de développement et de R&D sur ces thématiques-là, mais aujourd'hui, en fait, des projets concrets, on n'avait pas tant que ça. Aussi, je pense parce que les possibilités d'accompagnement, financier notamment, n'étaient pas très connues et donc pour un peu mettre en lumière ces possibilités d'accompagnement qu'on a à la région et le collectif, on a décidé de lancer un appel à projet. Donc cet appel à projet, il a vocation à financer vraiment des investissements, c'est-à-dire, des projets, concrets qu'on pourra aller visiter, soit des démonstrateurs, soit des projets, évidemment, on va dire courants, mais aussi à élargir le périmètre géographique d'intervention, puisque aujourd'hui la majorité des projets smart grid qu'on a en région, ils sont très localisés, sur le nord de la région et notamment la métropole lilloise. On a quelques projets évidemment dans la région dans le sud de la région, mais finalement assez peu. Donc on souhaiterait aussi aller toucher tous les territoires des Hauts-de-France sur cette thématique-là. L'autre objectif, c'est aussi d'aller vers des entreprises qui sont des bénéficiaires éligibles de l'appel à projets et qui peuvent monter, des projets notamment en lien avec, des aspects de flexibilité. Donc on voulait aussi mettre en lumière le fait qu'eux aussi peuvent monter des projets et être financés par la région. Donc l'objectif global, c'est de soutenir le déploiement des projets de réseaux énergétiques intelligents. L'objectif, c'est qu'ils offrent des nouvelles capacités de pilotage, voire de stockage de l'énergie, parce qu'on pourra voir que la brique stockage peut être accompagnée. Mais l'objectif principal, c'est aussi en lien avec le développement des ENR dans la région et l'évolution du mix énergétique, c'est de pouvoir intégrer ces nouvelles énergies dans le réseau. Il y a aussi la question de la mobilité électrique. Donc en fait, c'est le double objectif, faciliter l'intégration des énergies sur le réseau, des énergies renouvelables sur le réseau et la mobilité électrique. Donc pour ce faire, cet appel à projet, il s'appuie sur un cadre qui est celui, du document de mise en œuvre, du programme opérationnel FEDER pour la période 2021-2027. Je vous ai mis l'adresse du domo, l'adresse mail sur laquelle vous pouvez retrouver le domo, c'est la version 6, donc les versions changent assez régulièrement. Donc ce lien, il a vocation à être obsolète dans 3 mois, mais au moins vous aurez un aperçu global du domo. C'est pas, c'est au cas où vous avez envie d'aller voir aussi ce qui se finance sur d'autres fiches. Mais en tout cas, ici, on est sur une fiche qui s'appelle Favoriser les énergies renouvelables, puisque c'est bien la finalité de cet appel à projet pour aller déployer les smart grids, les solutions de stockage et insérer les ENR. Voilà, donc ça, c'est le cadre sur lequel on s'appuie pour avoir monté cet appel à projet. Qu'est-ce qu'on cherche à financer dans cet appel à projet? Donc, comme je l'ai rappelé, c'est majoritairement l'investissement, enfin oui, majoritairement l'investissement. On cherche à financer, ce que je disais tout à l'heure, les opérations en lien avec la flexibilité des réseaux ou qui permettent de gérer l'intermittence des ENR. Les opérations en lien avec l'effacement électrique au service des réseaux. Donc là, enfin, on a tous en tête ce que c'est l'effacement électrique, donc ça peut concerner et les grosses entreprises énergivores et des collectivités ou des microgrids qui pourraient se mettre en îlotage pour aller faire de l'effacement, pour gérer les questions de pointe. La gestion intelligente des réseaux. Alors ce qui est important, et j'ai oublié de le dire, c'est qu'on est bien sur les réseaux énergétiques intelligents. Donc on n'est pas sur que le vecteur électrique. Donc les réseaux, on parle de réseaux de gaz, de réseaux de chaleur et de réseaux électriques. Donc on peut financer la gestion intelligente de ces réseaux qui permettent l'optimisation de la consommation d'énergie ou l'injection de biométhane, par exemple, sur la question du gaz. Par exemple, on a financé il y a quelques années la brique intelligente du réseau de chaleur d'Amiens, qui permet de gérer à quel moment les ENR elles prennent leur lait sur les pics, les pointes, comment on permet de gérer tout ça. Le développement de micro-réseaux locaux, donc c'est aussi des thématiques d'îlotage, donc ça peut être à l'échelle d'un bâtiment, d'un quartier ou même d'un territoire. Les opérations d'optimisation de la performance énergétique en entreprise, donc ça peut être des équipements intelligents ou des solutions intelligentes. On a par exemple vu des questions de jumeaux numériques dans les entreprises qui permettent de simuler les consommations et à quel moment les ENR elles sont l'optimal de consommation des ENR sur ces entreprises. Et des opérations en lien avec le déploiement de la mobilité électrique
et ou de l'autoconsommation collective. Alors, il y a une articulation avec d'autres appels à projets en cours à la région, c'est-à-dire pour bien que les choses soient claires, on a des appels à projets sur les boucles de consommation, des boucles d'autoconsommation avec de l'énergie solaire qui sont financées par la région et pilotées par une de mes collègues, Isabelle Cousin, que certains connaissent. Ici, on est en complémentarité, c'est-à-dire que on ne va pas financer dans cet appel à projet le moyen de production de l'ENR, c'est-à-dire qu'on ne va pas financer les panneaux, on ne va pas financer l'unité de méthanisation, par exemple. On va financer la partie intelligente, donc vraiment la brique qui permet le pilotage. Et ou le stockage, ça, on peut financer quand même un peu de stockage du stockage dans cet appel à projet. Mais en tout cas, on ne va pas financer le moyen de production de l'ENR. Il y a d'autres systèmes, d'autres outils d'accompagnement et de financement enfin, il y a d'autres dispositifs pour accompagner ces investissements-là. Dans ce qui n'est pas éligible, parce que c'est important aussi, on a écarté de cet appel à projet tout ce qui était en lien avec la thématique du déploiement de l'hydrogène. Deux raisons à cela, c'est qu'il y a une feuille de route régionale qui est en cours d'élaboration et on ne veut pas que ça se télescope, enfin que cet appel à projet finance des choses qui pourraient se télescoper avec les orientations de la feuille de route. Donc c'est clairement exclu de cet appel à projet. Les études seules ne sont pas financées non plus. Par contre, l'étude de faisabilité d'un projet d'investissement peut être financée, on fait un package global des deux dans cet appel à projet. Et les actions de R&D toutes seules ne sont pas éligibles non plus. Pour ce qui est des bénéficiaires et des dépenses éligibles, alors il y a un point important sur la thématique des bénéficiaires éligibles, parce qu'en gros, l'appel à projet, il est quasiment ouvert à tout le monde, avec quand même un tropisme qu'on voudrait sur les collectivités et les entreprises. Il y a quelque chose qui est très important à savoir dans cet appel à projet, c'est que sur les entreprises, il n'y a que les PME les PME au sens européen qui sont éligibles. Les grands groupes sont exclus. Ça, c'est les règles du FEDER, c'est pas les règles de l'appel à projet, c'est les règles du FEDER. Les grandes entreprises ne sont pas éligibles en subvention, en tout cas. Elles sont éligibles via des instruments financiers qui n'est pas l'objet de l'appel à projet d'aujourd'hui. Et du coup, pour rester dans cette thématique, donc seules les PME sont éligibles et une PME qui fait partie d'un grand groupe est considérée comme une grande entreprise. Donc c'est très important de bien vérifier le statut de votre entreprise si jamais vous êtes une entreprise pour vérifier que vous êtes bien éligible à l'appel à projet. Ensuite, on a donc les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements d'enseignement supérieur académique. Alors, on a dit que les projets de R&D étaient exclus, mais un partenariat entre une collectivité et un établissement d'enseignement supérieur ou des opérations collaboratives sont possibles. Donc, en fait, c'est ouvert à tout le monde, mais la finalité du projet doit être un projet d'investissement et de démonstrateur. Donc je l'ai dit, les investissements matériels sont éligibles. On prend les études liées au projet. Les frais de développement sont aussi, les frais de développement liés à la réalisation d'un démonstrateur sont aussi éligibles s'ils ne dépassent pas 10% du coût total du projet. Et bien sûr, on accompagne aussi les frais liés aux actions de communication et de dissémination des résultats, c'est un peu l'objectif aussi, c'est que tous ces projets puissent être valorisés à l'échelle régionale. Et de toute façon, vous verrez, je pense que Emeline va en parler, dans les obligations du FEDER, vous avez des obligations de communication qui sont assez importantes. Et dans les opérations collaboratives, c'est-à-dire que donc, une collectivité ou une entreprise toute seule peut déposer un projet, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez aussi monter des opérations collaboratives, c'est-à-dire que vous désignez un chef de file, qui sera la chef de file du projet, qui se met avec des partenaires qui sont bénéficiaires également de subventions. Et vous montez un projet commun qui sera déposé à la région. Et c'est le chef de file qui aura mission ensuite. Il y a une seule convention. Le chef de file, après, aura le rôle de répartir la subvention vers tous les bénéficiaires. Mais c'est des montages un peu particuliers, mais si jamais vous avez ce type d'idée en tête, on peut en reparler à part. Sur les conditions d'éligibilité, sur les fiches FEDER dont j'ai parlé tout à l'heure en lien avec le DOMO,
il y a un seuil de dépenses minimales à atteindre pour être éligible. Donc, ça veut dire en gros qu'on finance des projets qui ont une ampleur suffisante pour atteindre ce seuil qui est fixé à 200 000 euros. Donc hors taxe ou TTC, ça dépend un peu du porteur du projet et de son régime de TVA. Mais en tout cas, il y a un seuil à 200 000 à atteindre de dépenses éligibles. Alors même peut-être subventionnables. Il faudrait que je vérifie. J'ai pas. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément même si le montant de votre projet il est à 200 000, mais qu'il n'y a que la moitié qui est éligible à cet appel à projet, ça marche pas. Il faut vraiment que ce soit le montant des dépenses éligibles qui soit au-delà de 200 000 euros. L'opération doit être située dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire le lieu de réalisation de l'investissement. Le porteur, lui, peut avoir un siège social ailleurs, en dehors de la région. Ça, c'est possible. Mais il faut que l'opération elle soit située dans les Hauts-de-France. La période de réalisation, donc là, on est sur un minimum de 12 mois et un maximum de 36 mois. Ça, c'est la période de réalisation. Je pense qu'il y a un tout petit délai supplémentaire pour l'envoi des factures et la clôture du dossier, mais en tout cas, la période de réalisation, c'est de 1 à 3 ans. Et vous pouvez cumuler cette subvention avec d'autres sources de financement publiques ou privées, dans la limite des plafonds fixés par les régimes d'aide, ça c'est pour les subventions publiques. Par contre, imaginons que les dépenses, vous demandez des subventions sur des dépenses différentes, là ça se cumule aussi, et les plafonds, du coup, sont chaque plafond sur chaque type de dépense. Et pour finir sur ces conditions d'éligibilité, le caractère innovant n'est pas un critère d'éligibilité pour cette fiche et pour cet appel à projet, mais on en tiendra compte au moment de l'analyse des projets, puisque ça fait partie des critères qui sont évalués dans la grille de sélection. La grille de sélection dont je vais sûrement parler tout de suite. Voilà. Donc, avec le groupe de travail avec qui on a élaboré ce cahier des charges, on a également monté une grille de sélection des dossiers. Donc, c'est une grille de notation. Donc, c'est les critères sur lesquels on va évaluer la pertinence de votre projet, la qualité de votre projet. Donc déjà, on va regarder la qualité globale du projet, la qualité de la rédaction, la présence d'objectifs chiffrés, par exemple. Si vous avez, par exemple, une idée du pourcentage d'ENR qui sera inséré dans le réseau, ou de la baisse de consommation d'énergie, ou de la baisse des émissions de CO2, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on va évaluer. L'intensité de l'insertion de la contribution à l'insertion des ENR dans le réseau, le caractère innovant, donc on entend l'innovation sur pas forcément que l'innovation technique, ça peut être l'innovation socio-économique ou l'innovation organisationnelle et juridique. Si vous avez impliqué plusieurs acteurs de l'écosystème régional dans votre projet, est-ce que vous avez pensé à regarder et évaluer la thématique sur la gestion de la protection des données ou la cybersécurité, par exemple? Parce que c'est quand même un des points, maintenant, quand on parle de numérique, on parle aussi beaucoup de data et on parle aussi, du coup, beaucoup de cybersécurité. Donc, tous les projets qui vont mentionner et avoir traité cette thématique seront évalués positivement. Et on évaluera également les moyens humains, techniques mis en œuvre pour la gestion de votre projet. Et donc, toute cette grille de notation, à la fin, vous aurez une note. Et si vous avez moins de 10 points, vous ne serez pas retenu pour cet appel à projet. Si vous n'êtes pas retenu, alors je vais en parler après. En tout cas, il faudra atteindre un minimum de 10 points. Pour ce qui est du calendrier, donc on a volontairement mis. Alors, l'appel à projet il est ouvert sur la période 2024 avec 2 dates de relève. Une au 31 mars, donc c'est très très bientôt, et une au 30 septembre 2024. Imaginons que vous n'êtes pas retenu à la première relève de mars si vous déposez votre projet. Vous pourrez garder les mois qui vous restent pour améliorer votre projet et potentiellement le redéposer en septembre, en fonction du retour que vous aurez eu du comité de sélection. Donc, on a mis en place un comité de présélection des projets qui, pour information, est quasiment le même que le groupe de travail qui a élaboré le cahier des charges. Le rôle de ce comité de présélection, c'est d'analyser les dossiers reçus et de les noter. Il va se réunir après chaque date de relève et il est composé de représentants de la région. Donc, on est plusieurs directions impliquées dans ce comité. Il y a l'ADRF 3, donc c'est plutôt moi, la direction de la transformation de l'économie régionale, la direction Europe, la cellule FEDER,
je vais peut-être en oublier, potentiellement des gens de la direction de l'enseignement et de la recherche en fonction de la thématique du dossier. Il y aura aussi des personnes du pôle Médé qui va se présenter juste après, en tout cas qui aura un aspect d'analyse sur la partie réseau énergétique intelligent. L'association Think Smart Grid, qui est une association nationale qui apporte un regard un peu, une prise de hauteur par rapport à ce qui se fait aussi au niveau national et qui permet ainsi de voir l'innovation des projets ou créer des synergies avec d'autres acteurs. Des représentants d'ADEME et des représentants d'Energia, c'est le nouveau nom de Amiens Cluster à Amiens. En fonction de la thématique du projet, on pourra aussi faire appel à des compétences extérieures, des experts extérieurs pour analyser les dossiers. Par exemple, s'il y a une très grosse thématique numérique dans un des dossiers, on fera appel à nos collègues de la mission numérique et des acteurs avec qui ils ont l'habitude de travailler pour regarder les dossiers. Voilà. On ne s'interdit pas de faire appel à des regards extérieurs. Donc ça, c'est le comité de présélection des dossiers qui est géré et piloté par la DRF3, donc par moi. Et après, il y a les instances spécifiques au FEDER. Donc là, il y a le comité unique de programmation, c'est-à-dire que si votre dossier il est retenu, vous aurez à passer aussi ces instances-là et passer dans la comitologie du FEDER. Et pour le coup, je connais pas tout à fait bien le calendrier, mais en général, les cubes, c'est tous les 3-4 mois. Donc 2 dates de relève, je l'ai dit. Ce sera 31 mars et 30 septembre à minuit. Minuit 1, c'est fini. Désolée. Et alors le processus de candidature. Donc, pour être concret, vous devez envoyer un dossier de candidature dont il y a une trame de réponse qui est disponible. Soit vous me la demandez par mail, soit on va la mettre sur le site internet de l'appel à projet bientôt. Donc c'est ce dossier qui est à envoyer pour le 30 mars. Une fois que, avec une annexe technique. Une fois que ce dossier il est envoyé, il est analysé en comité de présélection. Donc là, on fait tout le processus de notation, on vérifie l'éligibilité, on vous note, ceux qui ont moins de 10 saluent, si on a 50 réponses, on vous classe, et les meilleurs sont retenus. Ceux qui sont retenus, on leur donne un accord pour aller déposer un dossier dans Synergie. Synergie, c'est l'outil qu'on utilise pour l'instruction des dossiers FEDER. Donc là, très important, on a l'appui de notre cellule FEDER qui va parler juste après. Et c'est à ce moment-là que le processus vraiment FEDER se lance. Et après, vous signez votre convention, vous pourrez démarrer votre projet. Pour information, vous pouvez démarrer votre projet une fois que vous avez déposé votre dossier dans Synergie, mais sans garantie de financement à la fin. Et en gros, le processus entre le dépôt dans Synergie et la signature de la convention, ça peut prendre entre 6 et 8 mois. Après, peut-être qu'Emily me contredira, mais c'est à peu près cet ordre de grandeur. Donc en tout cas, c'est pas parce que il y a quand même plusieurs étapes, c'est pas parce que vous avez retenu en comité de sélection que vous avez un accord de financement à la fin. C'est que vous avez passé la première étape et après on se lance dans autre chose. Ce qui est important et ce qui est positif dans l'autre sens, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir réuni toutes les pièces administratives et monté un projet super grand pour le 30 mars. Vous devez remplir en priorité le dossier dossier de candidature et après on se met en ordre de bataille pour déposer le dossier FEDER. Voilà. Donc c'est un peu, c'est à double tranchant cette comitologie, mais c'est un processus qui est indispensable et on ne veut pas vous faire déposer d'emblée dans l'outil si votre projet, en fait, il n'est pas retenu. Ça vous fait faire beaucoup de travail administratif pour finalement ne pas être retenu à la fin. On peut le financer, ça dépend du type de projet, parce que le temps passé, l'ingénierie liée au projet, elle peut être financée si on est sur des projets qui émargent au régime d'aide RDI. Donc là, ça dépend du projet. Si par exemple votre projet c'est un démonstrateur, comment on appelle ça, un pilote démonstrateur, ça c'est possible qu'on finance le temps passé. Et si c'est un projet, on va dire, d'investissement plus classique, là c'est les fameux 10%. Il y a un lien effectivement entre des opérations d'autoconsommation collective et l'appel à projet. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est bien les outils de pilotage, c'est pas les installations d'autoconsommation qui émergent sur d'autres dispositifs.
Ouais. Par contre, si on a un territoire avec plusieurs opérations d'autoconso, avec un seul système de pilotage, du coup, c'est un seul dossier pour mutualiser tout le système de pilotage de plusieurs opérations. Oui, Ça serait les opérations collaboratives. ouais, c'est ça, ouais, oui. Donc bonjour, Emeline Dequitte, je suis sur le pôle PTT, donc pôle transition et territoire sur le service FEDER. Donc en fait, nous accompagnons et nous complétons le travail de Nolwenn et des chargés de mission de la DRF3 sur la partie administrative et financière du dossier. Donc vraiment tout le montage à partir du moment où le dossier a été sélectionné par l'appel à projet, par les services de la DRF3 et que le dépôt synergie est envisagé. Dans ce cas-là, nous venons en accompagnement et en gestion de cette partie. Donc, une fois que votre dossier, comme le disait Nolwenn, est sélectionné, il va y avoir un dépôt à faire sur une plateforme en ligne, qui est une plateforme nationale qui s'appelle e-Synergie ou Synergie. Une fois que le dossier est déposé, il y a une instruction de la demande qui est faite par nos services. Donc, est-ce que toutes les pièces administratives sont là? Est-ce que toutes les pièces financières également? La partie commande publique, si il y a besoin. Et puis la partie préparation des instances également et du dossier. Et une fois que la demande est complète et que tout est bon de notre côté, on vous envoie bien sûr une validation de cette complétude. Cette validation de complétude vous donne le top départ pour la comitologie, puisqu'on vous programme de ce fait sur le prochain comité unique de programmation qui a lieu, comme le disait Nolwenn, tous les 3 à 4 mois maximum. Et puis, une fois que le comité a validé la demande, on vous envoie un acte juridique, un conventionnement qui reprend l'ensemble des dispositions relatives au FEDER appliquées à votre dossier. Une fois que celle-ci est signée par les deux parties, et bien là, le projet peut commencer à prendre vie. Et puis, vous pouvez faire des demandes d'acompte en cours d'essai 12, 24 ou 36 mois ou des demandes de solde directement pour avoir le remboursement sur pièce des montants conventionnés. La plateforme e-Synergie, on va en parler un petit peu puisqu'il y a un focus à faire. Je vous ai mis l'adresse donc sur ce PowerPoint. Donc, ce qui est important à savoir de votre côté, c'est qu'il va falloir désigner une personne qui va créer le compte pour votre structure. Cette première personne qui fera l'enregistrement, ça sera la personne qui sera gestionnaire du portail pour la structure. Donc, pour toutes les demandes, qu'elles soient faites comme le stipulait tout à l'heure sur le numérique, qu'elle soit faite sur une demande pour la AP ou toute autre demande de FEDER en Hauts-de-France, cette personne, c'est la personne qui va piloter les demandes et qui va donner les droits d'accès aux collaborateurs. Donc, il est important de bien sélectionner celle-ci. Ensuite, il y aura bien sûr des formulaires en ligne et des ajouts de pièces à faire. Vous pouvez travailler en mode brouillon le temps de consolider votre demande, d'échanger avec nos services si vous le souhaitez, jusqu'à la validation définitive de la demande. Une fois qu'elle est validée, elle arrive dans notre plan de charge et elle peut commencer à être traitée. C'est également sur celle-ci que vous allez devoir faire les demandes d'acompte et de solde. Donc, tout le suivi financier de votre demande sera fait via cette plateforme. Bien sûr, par rapport à cette plateforme, on a des aides en ligne qui sont disponibles. Elle est assez complète, assez lourde au moment du dépôt. Donc, c'est pour ça qu'on peut à la fois vous mettre à disposition une aide en ligne, on peut également vous mettre en place des guides qui peuvent vous être envoyés. Et enfin, en cas de problème, bien sûr, vous avez des interlocuteurs spécifiques qui se tiennent à votre disposition pour vous aider. C'est-à-dire, telle pièce, je ne sais pas trop où est-ce qu'il faut que je la mette. Vous n'hésitez pas, vous appelez, on regarde avec vous et puis on vous aide à la mettre au bon endroit. Ou alors là, il y a telle question, mais je ne sais pas trop s'il faut que je suis concernée, je ne suis pas concernée, pas de souci. Là encore, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone et puis on vous aidera à tout moment dans le remplissage de votre demande. Donc vraiment, à partir du moment où vous êtes sélectionné par les services de la DRF3 sur l'appel à projet, il y a un accompagnement mixte qui sera appris et qui sera mis en place sur le volet technique, bien sûr par Nolwenn, mais également par notre service qui viendra vraiment sur l'accompagnement technique, financier, administratif, plus spécifiquement. Et donc, vous aurez vraiment une double communication avec les personnes de ces deux cellules. Les fonds européens sont soumis à beaucoup d'obligations de communication qui sont les mêmes d'ailleurs pour toute l'Europe. Donc, il y a un kit qui s'appelle le kit de communication L'Europe s'engage en Hauts-de-France qui est disponible bien sûr sur le site L'Europe s'engage en Hauts-de-France et vous pouvez
y retrouver des exemples, des formats, mais aussi la liste des obligations que vous avez. C'est assez important parce que si l'affichage n'est pas fait, ça peut remettre en doute l'obtention de la subvention. C'est pareil, en matière de communication, bah voilà, l'ère du numérique, il est là. Donc forcément, on va vous demander de mettre les logos et puis un article sur votre site internet. Il va falloir qu'on apparaisse dans votre bandeau au niveau des partenaires de vos projets. Surtout les livrables, comme le disait, pour la communication que vous allez faire, la diffusion de ces belles actions que vous allez mettre en place. Il faudra aussi que nos logos soient apparents. Donc il y a vraiment une très très grosse partie à prendre en charge, et là pour le coup lors du montage de votre projet, puisque c'est également un critère, la communication d'éligibilité, enfin de pondération de l'appel à projet, il faudra que ça soit mis en exergue dans la présentation que vous ferez. Elle pourra ensuite être bien sûr poussée et développée avec nous lorsque vous ferez le dépôt sur e-Synergie, mais c'est une variante à prendre dès le départ. On n'a pas choisi de faire un focus sur toutes les spécialités du FEDER, parce que le FEDER administrativement est assez lourd, il faut le dire. C'est tout à fait faisable et c'est accessible même aux toutes petites structures. On a fait la plus petite communauté de communes, on a fait des petites entreprises. Vraiment, il n'y a pas besoin d'être une grosse collectivité ou une entreprise assez étoffée pour aller sur le FEDER. Par contre, il faut une certaine rigueur administrative et du coup, il faut un pilotage avec une personne dédiée chez vous pour vraiment pouvoir suivre ce dossier et puis porter les demandes qu'on pourrait lui faire au niveau administratif et financier. Donc en synthèse, vraiment l'essentiel, c'est d'échanger à la fois avec les services de Nolwenn, bien sûr, puisqu'elle est là pour vous accompagner dans toute cette partie technique et dans cet appel à projet, voire dans vos divers projets qui concerneraient les ENR. Et puis avec nous, quand vous êtes sélectionné, parce que on peut vraiment vous accompagner pour qu'une fois que vous fassiez votre dépôt définitif, que vous appuyez sur le bouton valider, vous soyez sûr que le dossier il est complet et que de ce fait, on va pouvoir vraiment rentrer dans le système de la comitologie et pouvoir aller au bout de votre demande. Et ça, il n'y a que les échanges qui font la communication. En cours de projet, si vous vous rendez compte que il y a des retards, parce que il y avait un développement informatique, parce qu'il y avait des composantes qui devaient être livrées, parce qu'il y a eu un problème sur le bâti, il faut tout de suite que vous communiquiez avec nous, puisqu'on peut faire aussi tout simplement des avenants à votre convention pour prolonger un peu le projet, ou alors s'il y a des dépenses qui ont beaucoup bougé, pareil, on peut en discuter, voir ce qu'on peut faire, comment on peut s'adapter pour rester vraiment toujours en adéquation et dans l'opérationnel et ne pas se retrouver à la fin du projet avec des demandes qu'on ne pourra pas vous payer parce qu'il y a eu tellement de modifications que ça ne correspond plus à l'acte juridique de base. Donc, on peut évoluer avec vous dans une certaine mesure, mais il faut qu'on en soit tout simplement bien informé et puis qu'on puisse voir ensemble avec vous avant que les modifications soient entérinées, si ces modifications elles sont toujours subventionnables au FEDER et si elles rentrent toujours dans le cadre de la convention, pour que vous ayez vraiment toutes les garanties possibles pour qu'on puisse payer l'intégralité de la subvention en fin de projet. Enfin, c'est simplement sur la délai. Nolwenn disait tout à l'heure 6 à 8 mois entre le moment où vous serez sélectionné à l'appel à projet et le moment où vous déposerez au FEDER. C'est un délai qui est vraiment très variable, mais en effet, de toute façon, il y a un délai incompressible qui est un minimum de 4 mois avant le comité unique de programmation. Ça, c'est vraiment le délai SMART, le plus petit. En effet, ça peut aller jusqu'à 8 mois ou 1 an s'il y a besoin d'un accompagnement un peu plus poussé. S'il y a des marchés publics à passer, ce genre de choses, tout simplement, on pourra là aussi venir en support pour vos marchés publics avec notre cellule dédiée également. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter sur le sujet. Et puis, une fois que la comitologie est faite, vous avez un délai à peu près de 2 mois pour recevoir, 1 à 2 mois pour recevoir votre convention. Et puis, à partir de là, comme le disait Nolwenn, on peut commencer à voir le après. Sur un même projet, vous pouvez cumuler plusieurs fonds européens si ce n'est pas sur les mêmes dépenses. Mais sinon, non. Sur les mêmes dépenses, ce n'est pas possible. Moi, j'aurais plutôt fait un dossier par territoire.
Donc, comme l'a dit Nolwenn, on est là pour vous présenter donc, le pôle Médée et l'accompagnement que le Coréi peut vous faire sur cet appel à projet. Donc, le pôle Médée est un cluster dans le génie électrique qui favorise notamment l'innovation. On a 10 ans d'expérience donc dans la recherche, le développement et l'innovation. 4 sujets, donc l'efficacité énergétique des process industriels, les énergies renouvelables et le stockage, la mobilité et les réseaux énergétiques intelligents. En 2023, donc, on compte 70 adhérents, que ce soit des entreprises, des académiques ou des institutionnels. Depuis 2020, le pôle a accompagné 118 projets en recherche, développement et innovation. Et donc, le pôle a un comité scientifique qui a accompagné 71 projets sur ce comité. Et depuis 2021, le pôle anime le COREI, donc le collectif régional des réseaux énergétiques intelligents, qui est un collectif créé par la région, donc autour de la thématique des réseaux énergétiques intelligents, et qui réunit les membres de la filière des Smart Grids en Hauts-de-France. Donc, on a dans ce collectif 2 grandes missions qui sont de fédérer les acteurs régionaux, que ce soit des académiques ou des institutionnels, et de promouvoir les projets et les compétences du territoire à différentes échelles, donc que ce soit régional, national ou international. On est un collectif qui est spécialisé donc, sur le sujet des smart grids, donc on partage les bonnes pratiques, on repère les expériences en région, on facilite les partenariats et la duplicabilité des projets. Donc, le collectif se structure autour de 5 grandes actions. L'intégration de la mobilité, l'intégration et le développement des énergies renouvelables, l'adaptation aux nouveaux usages et modes de consommation, le numérique au service des réseaux et un axe qui est compétences et emploi pour une filière d'excellence autour notamment des nouvelles compétences nécessaires au développement et à l'exploitation des réseaux énergétiques intelligents. Pour donc travailler au mieux autour de ces 5 axes, nous avons plusieurs ressources, notamment un site web. On a un site web qui cartographie les compétences et les projets en Hauts-de-France pour permettre justement d'avoir un lieu qui regroupe tous les projets et qui peut permettre d'avoir des retours d'expérience de porteurs, d'avoir des projets de démonstrateurs et de voir un peu où sont implantés ces projets dans la région des Hauts-de-France. On retrouve également sur ce site une rubrique actualité et on partage également une newsletter donc, aux abonnés de cette newsletter, des informations autour notamment des dernières opportunités de financement, autour des événements qui ont lieu dans la région sur le sujet des réseaux énergétiques intelligents. On retrouve aussi pas mal de guichets, pas mal de nouveautés, d'informations sur les réseaux énergétiques intelligents. Pardon. Et donc, comment le COREI peut vous accompagner concrètement? Donc, on est là vraiment pour aider au montage de projets. On décrypte les guichets, on conseille sur la rédaction des dossiers. On contribue également aux échanges avec la région. On est là également pour faciliter la mise en réseau. Comme on essaye d'avoir un collectif avec les personnes qui sont spécialisées dans les smart grids, on peut permettre on peut mettre en lien des entreprises et des académiques de notre écosystème en fonction des besoins des porteurs. Et également, on vous soutient dans la recherche de sources de financement complémentaires, notamment autour des autres guichets qui peuvent être portés par la région, par l'ADEME. Donc voilà. Je vous remets nos coordonnées. Donc moi, c'est Léa Bonner et la directrice du pôle, c'est Laura Burgot. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'y réponds. Merci beaucoup Léa. Effectivement, donc on a vraiment de la chance. On a un pôle qui permet de nous appuyer sur cette thématique-là et le COREI est un outil qui est important sur le développement de cette filière.
Surtout, n'hésitez pas à aller voir la cartographie des projets qui a été réalisée sur le site du COREI. Vraiment, il y a eu un effort de fait par le pôle Médée sur la rédaction des fiches projets et ça permet de voir ce qui est déjà réalisé dans la région, s'il y a des projets similaires à ce que vous voudriez faire, prendre des contacts avec des gens qui ont déjà fait des projets similaires, par exemple. C'est quand même une source d'information qui est super intéressante. En quelques mots, le groupe John Cockerill, donc c'est un groupe d'ingénierie industrielle qui a 200 ans d'histoire. Le siège est à Liège et une très grosse présence en Belgique et en France. Nous fournissons des solutions, des équipements, des systèmes pour un certain nombre d'activités, de secteurs d'activité, notamment l'industrie, l'énergie, l'hydrogène, l'environnement, la défense, et avec une activité service, bien sûr. Je le mentionnais tout à l'heure, notre présence, elle est historiquement en Belgique et en France, et surtout dans les Hauts-de-France. Hein, on a une grosse activité sur la région de Dunkerque. En fait, historiquement, nous travaillons pour l'industrie et notamment les industries de process. La régulation de fréquence, d'abord, elle doit être faite au niveau européen. Le marché de l'énergie est un marché européen et tous les pays sont censés pouvoir avoir un mécanisme de régulation ouvert. Alors, en Belgique, effectivement, il est très ouvert à des acteurs privés. En France, aujourd'hui, il est seulement accessible aux opérateurs obligés et notamment donc les producteurs, les gros producteurs. Et on a principalement de la réserve primaire, effectivement, qui est gérée par RTE. Ce qu'on nous on fait en Belgique, c'est qu'après on passe par un autre. Donc il y en a en France qui se sont développés. Ce sont des métiers d'agrégateurs qui vont venir agréger des capacités de stockage flexibles pour proposer ces capacités à RTE en disant voilà, moi j'ai 50 MW de capacité disponible pour faire de la réserve de fréquences primaires et secondaires, et que ça va venir, ils vont proposer ça à RTE pour qu'ils puissent, RTE puisse sélectionner ces capacités en plus des opérateurs obligés. Donc Capitol, c'est un projet qui a été initié il y a maintenant à peu près 5 ans. C'est un démonstrateur au service des territoires pour une économie verte et locale, qui a été accompagné par un fonds spécifique région qui est le FEDER et TU, on y reviendra ensuite. Mais ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est de présenter effectivement la CICAE, le contexte, les priorités stratégiques et pourquoi SG Capital et ce que fait SG Capital. Donc d'abord me présenter, moi je suis Christophe Dufour, je suis directeur général délégué au sein de la CICAE Somme et Cambrésis et je m'occupe spécifiquement du département réseau et stratégie. Donc la CICAE, c'est une société d'intérêt collectif agricole d'électricité, on est un distributeur français qui est actif dans le département, dans la région des Hauts-de-France et dans le département de la Somme plus spécifiquement. On a un contrat de concession qui est signé avec une autorité organisatrice qui est la Fédération départementale de l'énergie de la Somme, la V280, donc un syndicat d'énergie. On dessert dans l'est du département 180 communes, ce qui représente à peu près 70 000 habitants et 30 000 points de livraison. Et on est actif en électricité depuis maintenant plus de 100 ans, puisqu'on a été créé en 1912. Et on est aussi opérateur gazier depuis 2007 maintenant, avec à peu près 1000 clients, et on distribue du gaz naturel et du gaz propane. L'idée étant de répondre à un besoin spécifique au niveau du territoire et de la région pour pouvoir accompagner effectivement les collectivités et leur offrir cet usage gaz qui n'a pas pu être déployé lors des plans de desserte nationaux gaziers par Gaz de France à l'époque. C'était à la fin des années, c'était au début des années 2000. Voilà. On est réparti sur donc on a un conseil d'administration qui est composé d'exploitants agricoles, ou dans tous les cas, ayant vocation à avoir une activité agricole au sein du territoire de la concession. Et notre président, c'est Éric Desrousseaux. Notre ambition, vraiment, ou dans tous les cas, notre marqueur, notre ADN, c'est vraiment d'apporter un service en zone rurale équivalent à un service qu'on peut rencontrer en zone urbaine, avec une volonté forte de soutenir et d'accompagner le territoire à tous les niveaux, et notamment dans le cadre de la transition énergétique, on va le voir juste après. Alors vous voyez maintenant à l'écran la cartographie de notre réseau.
en bleu, c'est le réseau moyenne tension. Donc, on est situé entre Amiens et Saint-Quentin et on s'étale de Montdidier jusqu'à même Cambrai. On a une petite zone d'exploitation sur Cambrai. On a 2000 km de réseau, dont 1200 km moyenne tension, avec un fort pourcentage en souterrain. On a vraiment cette volonté, effectivement, d'agir sur l'environnement, sur l'intégration des ouvrages, mais ça depuis un certain nombre d'années. Et puis techniquement aussi, ça a de l'importance pour nous. Et ça évite aussi d'avoir des coupures lors de tempêtes, puisqu'on a 70%, plus de 70% en souterrain. En basse tension, on a l'effet inverse, parce que là, c'est les collectivités qui sont amenées aussi à financer ces opérations d'effacement, donc on a 40% de souterrain. Et puis en termes de chiffres, autres chiffres, on a 3 postes d'interface entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Et on a 1200 postes de distribution publique, donc c'est à la maille des collectivités directement. Alors ensuite, sur le contexte, donc en tant que distributeur, ce qu'on va s'attacher à regarder, c'est comment effectivement on se situe dans l'environnement et dans le contexte actuel, qui a beaucoup bougé depuis les années 2000 avec l'ouverture des marchés, et encore plus spécifiquement et puis en accélération depuis, effectivement, on l'a évoqué, la volatilité des prix, l'incertitude qu'on a sur les marchés, et puis le raccordement massif des ENR, donc des productions à base d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on a plus de 200 MW de production ENR accordée sur notre réseau, et en puissance de pointe, ce qu'on appelle, c'est de l'ordre de 70 MW. Donc on parlait effectivement d'énergie distribuée, ce qui est évoqué dans la précédente présentation. On est vraiment impacté depuis maintenant 10 ans, donc on a une réflexion effectivement sur comment on se projette. Déjà, il y a 10 ans, on se positionnait dans ce cadre-là et on se projette encore dans 10 ans. On verra comment on le fait avec Capitol, le projet donc on va évoquer ensuite. Il y a l'objectif transition énergétique, il y a plusieurs points. Il y a le Fit for 55, ce qui a été évoqué, mais c'est également comment la production énergie d'ici 2030, avec un objectif à plus de 30%. On a des scénarios à 4 millions de véhicules d'ici 2028 en projection, voire plus maintenant. Et puis il y a la PPE qui a été votée, qui est celle qui s'étale jusqu'en 2028, qui parle de 2 fois la production NR par rapport à 2017. On parle également de stockage important effectivement pour les réseaux de demain, et dès à présent avec effectivement aussi les services systèmes, on l'a évoqué, les réserves primaires, encore la réserve secondaire qui va s'ouvrir au-delà des acteurs obligés aujourd'hui, les réseaux intelligents smart grid, et puis favoriser la production locale, donc produire local, consommer local. Sans oublier la crise sanitaire qui a contribué à modifier le comportement des utilisateurs, des clients finaux. Le télétravail, on a décalé des parts de consommation et on a une baisse des consommations. Pour nous, ça représente entre 5 et 7%, ce qui n'est pas rien. Donc, on le constate vraiment cette année. Alors, ce qu'on a souhaité faire par rapport à ça, la réflexion qu'on a eue, c'est de devenir une priorité et de se projeter dans 10 ans et comment je fais pour me projeter, pour accompagner cette transition énergétique. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment ne pas la subir et l'accompagner. Et c'est vraiment une opportunité pour les réseaux de demain et pour l'ensemble des acteurs. C'est de comprendre aussi les réseaux de demain et appréhender les nouvelles technologies. On parlait de stockage, donc on a aussi cette brique-là qu'on va traiter dans Capitol, on le verra, avec plusieurs technologies. Du sodium-ion, on en a parlé. Et puis le lithium, et quel est l'avantage de l'un par rapport à l'autre et ce vers quoi on se projette demain. Les bornes véhicules bidirectionnelles, les V2G, et puis la production de NR et comment on peut l'intégrer dans un environnement aussi bien rural qu'urbain. Et ensuite, il faut pouvoir optimiser la production locale par une gestion et un pilotage dynamique des réseaux. Et pour ça, on a un système de supervision. On parlait d'EMS, Energy Management System. Sur les réseaux de distribution, on a un système qui est Advanced Distribution Management System avec des fonctions spécifiques d'utilisation et puis d'optimisation. Et SG Capital, effectivement, l'idée, c'est d'accompagner cette transition, de répondre au contexte qu'on vient d'évoquer et de pouvoir générer tout un système opérationnel avec l'ensemble des briques des réseaux de demain qu'on imagine nous. Alors, SG Capital, c'est vraiment un démonstrateur, c'est un microgrid. Enfin, il y a plusieurs entités, il y a 3 entités. Ce que vous voyez à l'écran, je vais parler d'abord de l'entité microgrid, qu'on va décrire plus en détail avec les différentes métriques et ce qui compose les assets du microgrid. On a accolé ça à notre un bâtiment qui se situe sur le territoire de la commune d'Angest en Santerre, une 15-20 minutes d'Amiens, entre Amiens et Roye pour ceux qui connaissent.
Et on a voulu vraiment reproduire ce qui pourrait se faire aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, sur un bâtiment, en zone industrielle, sur un bâtiment technique administratif, ce qui est le cas pour SG Capital, avec des assets de production ENR, aussi bien du photovoltaïque, on a du tracker PV biface, on a également du lombrier, mais ça, c'est assez classique. On a des éoliennes de toiture, ce sont des caissons qu'on va poser sur des containers des bâtiments avec l'effet Venturi, donc on va pouvoir produire de l'énergie. Et puis on a des panneaux photovoltaïques qui vont venir sur les caissons, on le verra ensuite dans la présentation. Et puis on a voulu également mettre une brique stockage, une brique V2G, et puis traiter, on le verra par la suite, du on-grid ou de l'off-grid, ce qui a également été évoqué. Et ce qu'on a souhaité faire au-delà de ça, parce que le microgrid, effectivement, c'est ce qu'on peut trouver en tout ou partie, vous allez en trouver des microgrids avec du PV, du stockage, ou les deux, ou plus de choses, avec de l'hybride aussi, avec du groupe diesel, ce qu'on a vu auparavant. On a voulu traiter également la brique digitalisation, donc numérisation des réseaux, donc de créer un jumeau numérique. On a équipé, on équipe les communes des compteurs communicants, les Linky, pour être clair sur le territoire. Notre déploiement sera, nous, terminé à fin 2024. Pour autant, on a lancé très vite l'équipement, on a équipé une commune qui représente à peu près 500 points de livraison de smart meter, donc de compteurs communicants. Et on a travaillé avec une société qui s'appelle Audity pour créer, dans le cadre de ce consortium, créer un jumeau numérique du réseau. Donc on a ce jumeau-là, et l'idée c'est de dire dans 10 ans, parce qu'on a les projections, si on prend la PPE, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ou les projections du distributeur français Enedis ou de RTE, du transport, on sait dire effectivement dans 10 ans on projette tant de NR, tant de photovoltaïque sur le territoire, tant de véhicules électriques, donc on se projette au niveau du stockage. Donc c'est ce qu'on a fait, donc on a projeté avec tous ces chiffres-là le réseau numérique dans 10 ans, pour dire voilà, qu'est-ce qu'on va rencontrer demain? Donc on va pouvoir traiter de la production locale, de l'autoconsommation, du stockage, de la flexibilité et de la mobilité. Donc on va mettre ce réseau en contrainte, et pour agir avec ce réseau en contrainte, on va devoir le piloter, et on a dans ce cadre-là développé un EMS, donc un Energy Management System, qui va d'une part opérer le microgrid qu'on vient d'évoquer, et d'autre part qui va aider à ce qu'on appelle demande-réponse, donc agir avec les assets et les clients pour lever les contraintes réseau, que ce soit les contraintes de tension, de courant, mais également de pouvoir, pourquoi pas, répondre aux différents acteurs de marché, on parlait des agrégateurs, pourquoi pas, pour participer aux différents services, systèmes, entre guillemets, qu'on peut effectivement activer aujourd'hui. Donc c'est vraiment un système global où on a un microgrid, donc on va traiter de la décentralisation des usages, de l'énergie distribuée telle qu'on l'évoquait. On a une entité digitalisation et puis un Energy Management System qui va contrôler l'ensemble. Si on s'attache à l'entité microgrid pour avoir des notions, je voulais des notions effectivement de ce qu'on a pu installer, à la main du bâtiment, de notre bâtiment d'Angers en Santerre, on a donc installé du photovoltaïque pour 100 kW, crête de production effectivement installée. Les éoliennes de toiture pour 22 kW, ce sont des caissons qui font 2,2 kW, avec 1,7 kW d'éoliennes, et puis 700 watts de panneaux qui sont installés sur les caissons. Du véhicule to grid, donc c'est une brique qui reste juste à implémenter là et faire l'acquisition d'un véhicule qui puisse effectivement être opérationnel. Le bâtiment, on va tester l'îlotage, donc le off-grid. Et pour ça, on a 2 systèmes de stockage. On a un système à base d'hydrogène, donc on va vraiment donc produire de l'hydrogène vert et puis la déstocker dans les phases essentielles d'optimisation pour optimiser l'autoconsommation du bâtiment. Donc c'est 40 kg d'hydrogène à 200 bars qu'on va produire, stocker et puis déstocker au moment opportun. Et on a une batterie qui fait 20 kW, 5 kWh qui est c'est l'inverse, 5 kW, 20 kWh, qui est développé par la société Tiamat, une start-up aminoise qui fonctionne bien et dans lequel effectivement on a nous participé à une levée de fonds. Donc on a
actif dans cette filiale, et donc on veut effectivement promouvoir cette solution sodium-ion. On parlait des réserves système, donc on est sur du lithium-ion de façon classique sur les réserves système, et la projection qu'on a, l'idée qu'on en a, c'est de pouvoir intégrer ces nouvelles technologies pour le besoin réseau. Donc l'électricité, enfin la partie hydrogène, c'est pour l'autoconsommation, et puis effectivement l'off-grid, le standalone, le sodium-ion, c'est pour la partie lotage. Donc voilà pour EG Capital, vous l'avez compris, une entité microgrid, une projection des réseaux avec l'entité flexibilité, puis un énergie management system pour piloter et optimiser l'ensemble. On va également traiter du forecast, qui est important, de projeter les réseaux, même en J-1, pour dire voilà ce qu'on risque de produire, enfin ce qu'on va produire, en fonction effectivement des éléments qu'on aura, pour pouvoir optimiser le fonctionnement du réseau en J+1. Donc ça, c'est également une brique de EG Capital. Alors, on peut adresser 5 enjeux avec EG Capital, c'est vraiment ce qu'on a souhaité faire. C'est un enjeu de flexibilité des réseaux électriques au niveau de la distribution, mais pas du transport. La mobilité électrique. Juste sur le transport, je reviens sur la partie flexibilité, stockage. On parlait effectivement d'interface. On peut très bien aujourd'hui, donc effectivement, les services systèmes, c'est adressé par RTE. Pour autant, on peut accorder des systèmes de stockage au réseau de distribution et intégrer effectivement les services systèmes RTE, voilà, sur la primaire ou la secondaire. Et également la partie tertiaire. Un enjeu de mobilité électrique, un enjeu d'intégration maîtrisée et contrôlée de la production décentralisée. On va traiter de l'autoconsommation collective ou individuelle, et puis tout ça dans une stratégie effectivement globale bas carbone. Et avec 3 axes à étudier, c'est comment construire les réseaux de demain et les appréhender, comment les piloter et comment les optimiser. Alors comment on a fait sur ce projet-là? Donc il y a plusieurs phases. Il y a une première phase d'étude, à peu près 300 000 € qui a duré 18 mois. Et depuis le début du projet, on a été accompagné par la BPI, par la région, depuis le départ. Et on a travaillé vraiment de concert pour qu'on puisse sortir ce projet-là au niveau de la région Hauts-de-France et effectivement travailler sur les réseaux intelligents, les réseaux de demain. La phase étude, donc ce que je disais, donc de l'ordre de 300 kg € est répartie en sous-traitance et en dépenses de personnel. La sous-traitance, on a travaillé avec le CEA Liten pour cette partie-là. On a également travaillé avec un autre partenaire et puis également avec nos équipes. Et on a pu bénéficier de subventions dans le cadre du programme d'investissement à venir, le PIA3, pour 130 kg €. Donc sur les 280 kg € pour cette phase d'étude et de pré-étude du projet. Ensuite, on a enchaîné directement, on a travaillé en parallèle sur la deuxième phase avec la région. Et on a été accompagné via un fonds spécifique du FEDER qui s'appelle le REACT-EU, qui est lié effectivement aussi à la pandémie, qui a pu, avec des programmes spécifiques, on a pu en bénéficier. La phase construction, c'est 24 mois de travaux répartis de la façon suivante: équipement travaux pour 1,4 million, des prestations de services pour 450 000 €. Donc là, vous allez retrouver notamment les partenaires qui ont pu travailler soit sur la partie numérique, digitalisation, soit également sur la partie EMS. Et puis, effectivement, l'effort ressources internes pour 190 kg €, ce qui représente 2 millions €. Donc, c'est un projet qui fait 2,3 millions, 2,5 millions, puisqu'on a aussi des imprévus. On a travaillé avec on a voulu aussi, vous avez vu le nom des partenaires dans la vidéo. On a souhaité travailler avec des nouvelles technologies, donc des startups. Si vous prenez par exemple l'hydrogène, on travaille avec une société qui s'appelle Sylphen, qui est une spin-off du CEA, qui travaille sur un stack haute température réversible, mais il n'y a pas la pile d'un côté et l'extruseur de l'autre. C'est vraiment quelque chose de spécifique qui a été développé dans les labos du CEA, qui a été repris par Sylphen. Donc c'est ce qui est installé donc sur le site d'Angers Santerre pour ce projet. Tiamat, je l'évoquais, pour la partie sodium-ion. Audity pour la brique numérisation, c'est également une start-up qu'on a accompagnée en accélération pendant 2 ans. Et puis, après d'autres projets, mais qui sont plus, on va dire, classiques, comme l'ombrière, donc il n'y a rien de révolutionnaire dans cette partie-là. Et puis, les tracking Biface avec la société qui s'appelle Okawind.
Voilà ce que je pouvais échanger avec vous aujourd'hui sur Capitol, sur comment effectivement on a pu faire et vraiment les projets qui pourraient éventuellement intégrer l'appel à projet dont on parle aujourd'hui. Donc merci vraiment à vous, c'est avec plaisir d'avoir pu partager cette expérience avec vous et je suis vraiment à votre écoute pour toutes les questions que vous avez maintenant. 40%, un peu plus de 40% pour la construction, ouais. Donc on a effectivement structuré ces données-là, donc on a un collecteur, un concentrateur de données. On a défini des formats types, on les a structurés. L'idée, c'est qu'on puisse utiliser ce travail-là pour le projet européen dont je viens de parler. Et également, on a travaillé sur la partie sécurité, cybersécurité, pour ouvrir des accès spécifiques et pas donner accès. Enfin, les accès sont vraiment très sécurisés de notre côté. Donc, on travaille avec notre division, notre partie SI pour sécuriser tous ces accès-là. Il y a une GTB. Le protocole, c'est du Modbus.